Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes actuellement en live dans les différents types de plateformes de Tech Afrique. Voilà, donc c'est un plaisir d'avoir deux experts donc, qui sont dans deux horizons différents. Donc voilà, c'est un plaisir aussi de nous retrouver encore chaque mois comme on le fait d'habitude. Voilà, donc dans un cadre d'échange, dans un cadre aussi bien convivial pour parler des thèmes spécifiques. Donc, je pense qu'actuellement, nous sommes à notre 9e session. Donc, on a eu à faire un petit parcours avec aussi d'autres intervenants que nous saluons de passage et aussi toute la communauté Tech Afrique. Donc, moi, je m'appelle Bamba. Donc, je suis responsable comme, donc, dans Tech Afrique, donc, qui est aussi une agence de développement donc, qui accompagne les startups voilà, donc, dans leur phase de MVP donc, jusqu'à leur phase d'accompagnement. Donc, nous intervenons aussi dans différentes sphères, donc, et aussi dans d'autres pays, comme le Maroc, voilà, et dans d'autres sphères. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème bien qui va intéresser beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, parce que, comme on le dit, les Africains n'aiment pas parler d'argent. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler d'argent et aussi avec nos experts de voir quels sont les canaux à utiliser voilà, pour en arriver avec des financements. Donc, je rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est comment avoir ses premiers financements. Donc, et pour ça aussi, nous avons des intervenants de taille, comme Maït Ndao, donc, qui est un venture architecte, donc qui est aussi responsable opérationnel chez Fanaka. Donc, là aussi, Maït, il accompagne. Bon, moi, je vais en profiter pour me présenter et prendre les devants en attendant. Donc, comme l'a dit Bamba, oui, Je c'est de retour. pense que J'allais voilà, me présenter. c'était mon application qui a bloqué les. C'est une application qui a bloqué les autres. Voilà, donc désolé de ce désagrément. Donc je disais que voilà, donc nous avons Maïb qui est un venture architecte et responsable opération. Et aussi à côté, nous avons Fabienne, voilà, qui est aussi un chef de projet, entrepreneur et ingénieur, donc qui travaille aussi dans le secteur de l'énergie, qui intervient aussi dans tout ce qui est infrastructure. Mais à côté aussi, voilà, je pense que il accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans son évolution. Donc, moi, personnellement, il m'a beaucoup accompagné dans mes projets. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la communauté, ils vont voilà, beaucoup apprendre de lui et aussi à côté de Maïb. Donc, très rapidement, je vais donner la parole à nos invités. Donc, nous avons aussi un troisième intervenant qui a quelques soucis techniques, mais qui va nous rejoindre ici prochainement. Donc, je vais donner à Maïb, voilà, histoire de se présenter et nous parler un peu aussi de son parcours, voilà, comment il est arrivé là, donc en tant que venture, et voilà, donc et aussi de son entreprise en tant que tel. Donc, Maïb, voilà, on peut commencer avec toi. Merci Bamba pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être présent dans ce webinaire de Tech Afrique. Comme tu l'as dit, hein, moi je me nomme Maïb Ndao. Je suis actuellement responsable des opérations et Head of Innovation chez Faneka Co. Donc Faneka, c'est une structure qui est spécialisée dans le développement du secteur privé. Donc on travaille avec des gouvernements, avec des institutions internationales, avec des agences publiques, parapubliques, dans le déploiement de leur politique publique. On fait aussi du renforcement d'écosystèmes, dans l'écosystème entrepreneurial. On est dans tout ce qui est accompagnement des PME. Donc, on a aussi un volet Venture Studio où on crée des entreprises. Avant Faneka, j'étais à Aske Ventures, donc Parce que en je tant que pensais que tu venture étais là-bas architecte. même, voilà. J'ai vu que tu as changé de boîte à faire. Exactement, c'est ça, c'est ça. J'ai changé de boîte il n'y a pas longtemps. Actuellement, je suis au Bénin. Donc, avant, j'étais à Aske Ventures en tant que venture architecte. Donc, j'ai fait là-bas 4 ans environ. Donc, un venture architecte, on peut dire, c'est un entrepreneur en résidence. Donc, c'est un entrepreneur qui est payé, quoi. C'est un entrepreneur salarié. Donc, on crée des entreprises from scratch. Donc, en identifiant une problématique dans un secteur donné, on apporte une solution rentable. Donc, jusqu'à la partie launch. Donc, c'est ça que j'ai fait à Aske pendant 4 ans. Avant, bon, j'ai fait des cabinets d'audit, hein, parce que j'ai eu un parcours, bon, je ne vais pas dire classique dans le jargon, parce que
J'ai été étudiant à l'ESP, à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Donc, c'est là où j'ai eu mon DUT et mon DESCAF. Donc, après, j'ai fait deux cabinets d'audit, mais j'ai senti que c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Bon, après, chacun avec ses ambitions, mais j'aimais pas trop cette routine-là de tout le temps aller dans des entreprises, faire les mêmes choses. Et l'opportunité de Aske s'est présentée. Et, donc, j'ai pu travailler dans une entreprise dont la vision me parlait beaucoup plus, celle d'impacter l'écosystème entrepreneurial, celle de créer, de réfléchir de façon constante à comment apporter de la valeur au Sénégal. Donc voilà un peu mon parcours. Je suis un pur Bawal Bawal aussi. Hein. Je suis Ouais. de Diourbel Donc, on salue et nos amis Afrique. Bol là. Ouais. Exactement, exactement. Donc voilà un peu mon parcours. Je ne vais pas dire assez classique, mais qui est assez résumé, assez atypique euh, pour, pour, euh, pour résumer. Ouais. Donc, c'est super. Voilà, je pense que c'est un parcours très riche, très intéressant. Donc, je pense que, voilà, durant les discussions, voilà, les gens vont plus découvrir le profil, plus découvrir, voilà, aussi la personne en tant que telle. Donc, qui regorge aussi des talents exceptionnels. Donc, moi, j'ai la chance, voilà, de découvrir, voilà, son talent. Je pense que les autres aussi en feront, Inch'Allah. Donc, très rapidement, je donne aussi à mon mentor, voilà, Fabienne, voilà, donc voilà, pour se présenter aussi, de parler de son parcours. D'accord. Donc, le bonsoir à tout le monde. Alors, le bonsoir Kandim, bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, l'opportunité. Alors, moi, je suis Namnogo Fabien, donc je viens du Burkina Faso. Alors, j'ai eu une formation en ingénierie, donc en ingénierie dans le domaine du génie électrique, mais plus orienté énergie renouvelable. Alors, comme parcours, je vais dire que je me suis intéressé dans tout ce qui est business, tout ce qui est accompagnement de projets, d'innovation, etc. Donc, depuis l'université, j'étais plus orienté dans ce cadre-là, bien sûr, avec un projet tech qui m'a quand même fait découvrir en fait ce monde. Donc, au-delà de ça, bien évidemment, j'ai une petite structure, bien évidemment, dans le domaine de l'énergie renouvelable, tout ce qui est bâtiment, travaux publics. Et bien évidemment, on accompagne tous ceux, bien sûr, qui veulent, bien sûr, se développer dans tout ce qui est innovation, tout ce qui est technologie, et bien évidemment, les étudiants également dans leurs projets de technologie. Donc, de façon très brève, c'est ce que je fais actuellement. Donc, au-delà, bien sûr, d'accompagner les jeunes porteurs de projets, bien sûr, qui sont intéressés par ce cadre, bien sûr, on accompagne, bien sûr, également les étudiants dans le cadre également de leur projet personnel, voilà, on peut le dire. Merci. Donc, c'était de façon brève, en fait, voilà, ma présentation. Merci. Ouais, ouais. Inch'Allah. Je pense voilà, on a deux profils, voilà, assez différents, voilà, deux profils aussi qui sont très riches. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, on va en découvrir plus par rapport à ces discussions. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, le thème, c'est comment avoir ses premiers financements, donc que ce soit différents types de financement. Donc, je pense que les intervenants vont y revenir. Donc, la première partie, on va parler plus d'enjeux, donc, et aussi, voilà, des défis que les entrepreneurs rencontrent pour avoir des financements. Donc, comme vous le savez, en Afrique, c'est très compliqué quand on débute en entrepreneuriat, quand on débute aussi en start-up, voilà, d'avoir ses premiers financements. Donc, toujours tu es à la recherche, toujours aussi, voilà, tu fais des démarches pour avoir ça. Donc, il y a beaucoup d'institutions aussi qui sont là, que ce soit des institutions privées ou publiques. Et ces institutions aussi, ils sont là pour accompagner ces entrepreneurs. Et durant nos discussions, je pense qu'on aura des exemples concrets que nos intervenants vont nous donner par rapport aux démarches que les entrepreneurs peuvent faire, voilà, pour avoir de plein financement. Donc, la première question que je voulais poser à Maïb, c'est par rapport aux difficultés. C'est par exemple que vous voyez beaucoup d'entrepreneurs qui débutent et qui ont de très beaux projets, mais qui n'ont pas, par exemple, des financements, voilà, pour débuter. Vous, Maïb, en tant que ventureuse, en tant que aussi une personne qui a pu accompagner beaucoup d'entrepreneurs, quelles sont les difficultés, voilà, que vous voyez au début que les entrepreneurs aussi rencontrent? Merci Baba pour ta question.
Je pense que, avant de pouvoir parler des problématiques que rencontrent les entrepreneurs, il serait essentiel de déjà définir c'est quoi un entrepreneur. On parle beaucoup de start-up, de, d'entrepreneurs de façon générale, mais on sait qu'une petite et moyenne entreprise est différente d'une start-up et qui est habilitée à faire une levée de fonds. Parce que tous les entrepreneurs ne sont pas des start-upers. Il ne faut pas faire cette confusion-là. En tant qu'entrepreneur, il faut qu'ils sachent à l'avance, est-ce que toi, tu as une start-up ou est-ce que tu as une PME, une petite et moyenne entreprise, je veux dire. Donc, ce qui fait la différence entre une start-up et une petite et moyenne entreprise, ça se trouve sur le potentiel fort de croissance. C'est-à-dire une start-up, c'est une entité, c'est une entreprise qui a toujours le volet innovation est mis à l'avant. Quand je dis innovation, c'est quand même assez large. Il y a l'innovation technique, il y a l'innovation technologique, il y a l'innovation opérationnelle. Donc, c'est cette innovation-là qui est apportée dans son secteur, dans le secteur dans lequel l'entreprise intervient. Mais pas que, parce que on peut dire que même les PMI ou les petites et moyennes entreprises peuvent innover dans leur secteur. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'une start-up a toujours un potentiel fort de croissance. Au début, c'est pas clair, il navigue dans l'incertitude. On essaie de trouver la meilleure solution pour la clientèle, de résoudre une problématique, et à un moment donné, ça va exploser de façon très exponentielle. Par contre, une petite et moyenne entreprise, c'est voué à être stable. Si je prends l'exemple d'une boulangerie, on sait que c'est une petite et moyenne entreprise. Il n'y a pas d'innovation réelle dans une boulangerie. C'est un entrepreneur, c'est vrai, mais il n'a pas une start-up. Donc, il faut garder cet aspect innovation-là, cet aspect incertitude qui fait que le start-upper va aller chercher de l'argent vers des gens qui vont pouvoir miser sur cette incertitude-là. Donc, l'erreur que font nos entreprises, nos entrepreneurs, je vais dire, la première erreur, c'est de ne pas savoir est-ce que ils sont en train de créer une PME ou est-ce qu'ils sont en train de créer une start-up. Ouais, effectivement. Parce que ça, c'est la première chose à savoir en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Exactement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si c'est une PME, les mécanismes de financement, on les connaît. Si c'est une start-up, c'est beaucoup plus complexe. Le parcours devient beaucoup plus difficile. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux penser que tu as une bonne idée, que ton entreprise est extraordinaire, mais les investisseurs peuvent penser différemment. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas une bonne entreprise. Un bon projet. Sans entrepreneurs qui vont aller chercher de l'argent, il y en a que juste aller chercher de l'argent là où on peut en trouver. Alors que les investisseurs, ils ont des thèses d'investissement, ils ont une logique de portefeuille à respecter. Donc, il y a beaucoup de contraintes comme ça et nos entrepreneurs n'ont pas de méthodologie. Et c'est un peu aussi le problème qui se pose et ils ne savent pas où se situer. Est-ce que ce sont des entrepreneurs juste qui créent une entreprise, une petite PME ou ce sont de vrais start-upers? Parce que on va y revenir après, je pense. Pour chaque phase d'évolution de l'entreprise, il y a des financeurs qui sont présents. Pour chaque phase, je dis bien. Si c'est une start-up, pour chaque phase, il y a des financeurs qui sont prêts à mettre de l'argent, à prendre un niveau de risque donné pour financer. Mais il faut déjà comprendre les thèses d'investissement de ces investisseurs-là et savoir où aller les chercher. Donc, il y a cette problématique un peu ambiguë de nos entrepreneurs qui n'ont pas de méthodologie et aussi qui ne savent pas réellement créer un réseau, aller chercher l'information au niveau de différents intervenants suivant les stades d'évolution de l'entreprise.
Donc, si je comprends bien, Maïb, donc, pour suivre ton raisonnement, donc, un entrepreneur, voilà, quand il débute, il doit connaître, par exemple, lui, ce qu'il fait. Est-ce qu'il veut créer une entreprise en tant que telle, ou est-ce que, par exemple, voilà, il veut créer une start-up, voilà, qui apporte des innovations, c'est ça? Oui, c'est ça. Une startup, c'est une entreprise, hein, mais Mhm. les méthodologies de création sont Sont différentes. différents, J'ai donné tout à effectivement. l'heure l'exemple d'une boulangerie. Mhm, Une boulangerie, on sait à l'avance mhm, combien on va vendre par jour, mhm, quelle machine on utilise. Donc, donc ça se connaît à l'avance. Dans le mhm, secteur où tu interviens, tu sais mhm, à l'avance combien il te faut pour pouvoir démarrer et quoi faire pour survivre. Alors qu'un start-upper, il apporte une innovation donnée dans un innovation, secteur. C'est-à-dire, il effectivement. n'a pas la certitude de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mhm, Donc, c'est un peu cette différence-là. Il faut d'abord que toi, en tant qu'entrepreneur, que tu saches là où tu te situes avant de dire que je vais aller lever des fonds ou je vais aller chercher du financement. Parce que si ce n'est pas clair dans ta tête, tu ne parviens pas à faire cette différence, ben, mhm, tu vas aller dans le mauvais sens et tu ne vas pas avoir une méthodologie pour aller lever de l'argent. mhm, mhm. Donc, Effectivement. c'est un peu ça. Ouais. Effectivement, je pense que ça c'est clair. Oui, Fabien, tu veux ajouter quelque chose par rapport aux difficultés que les startupeurs ou voilà, les entrepreneurs voilà, rencontrent au début, si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, ce que je peux ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire, en fait, en réalité, quand on est dans le domaine des startups, il faut avoir réellement une méthodologie en fait d'évolution, comme il a dit. Et au-delà de ça, il faudrait en fait avoir tout ce qui est rigueur, tout ce qui est organisation, parce que c'est un peu différent, bien sûr, des PME, comme il a dit. Une PME, je décide par exemple de créer une PME. Je décide par exemple de rentrer dans la vente ou bien dans les biens et services, si on peut le dire ainsi. Donc, en son sens que j'ai déjà un produit, je prends le produit, j'ajoute juste ma marge par exemple, et puis bien sûr je la revends. Ou au-delà de ça, par exemple, j'ai des contrats où j'exécute par exemple des marchés. Donc là, en ce moment, on peut dire ainsi, on est dans le cadre en fait des PME. Maintenant, quand on parle ici de start-up, si on peut le dire ainsi, c'est euh, la valeur ajoutée en fait qu'on apporte à un problème donné. Donc, quand on a un problème, on essaie bien sûr de résoudre ce problème, mais bien évidemment en essayant de créer ou en prenant quelque chose qui existe et en essayant bien sûr d'améliorer cette chose. Donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, il faudrait qu'on puisse avoir une méthodologie, une rigueur, une organisation pour que toute personne, bien sûr, qui va nous approcher, si on peut le dire ainsi, puisse bien sûr trouver le bien fondé dans tout ce qui est produit, tout ce qui est nouveau service, en fait, qu'on va apporter, bien évidemment, à l'environnement. Donc, je peux dire en résumé que la startup est un peu plus délicate, bien sûr, que tout ce qui est PME. Dans ce sens que, au niveau des startups, il faut bien avoir, il faut avoir bien évidemment une logique dans laquelle, bien évidemment, on avance et bien évidemment tenir compte de tout ce qui est indicateur, bien sûr, de performance qui va nous permettre d'aller encore plus de l'avant. Donc, c'était ce que j'avais à ajouter. Allô? Alors oui, c'est bon? Voilà, donc je disais par rapport à vos différents types d'interventions, donc on comprend que très tôt au début que la personne qui veut investir ou la personne voilà, qui veut ouvrir son entreprise doit comprendre ce qu'il veut déjà. Je pense que Maïb l'a rappelé et là aussi avec Fabien aussi, il a très bien repris par exemple les termes de Maïb par rapport à ce choix que tu dois faire au début. Et là aussi, je voulais rebondir à une deuxième question toujours avec Fabienne, c'est par rapport, par exemple, au type de financement. Par exemple, tu vois il y a des entrepreneurs qui veulent avoir des subventions ou d'autres qui veulent faire des concours de l'incubation. Donc, par rapport à ce choix stratégique, donc comment, par exemple, l'entrepreneur peut faire très tôt au début? Alors, comme j'aime le dire, il est important souvent de passer par tout ce qui est incubateur, surtout si c'est une première expérience pour la personne. Parce que la personne arrive en fait à voir et à dégager certains aspects, bien sûr, du monde entrepreneurial. Il arrive à voir en fait, bien évidemment, certaines logiques par rapport à son projet ou par rapport à son produit. Donc, c'est important pour certains qui s'y connaissent pas et qui veulent réellement se lancer.
Mais c'est aussi un peu délicat parce que quand tu ne sais pas où tu vas ou quand tu ne sais pas ce que tu vas apporter, bien évidemment, à un certain moment, tu es perdu parce que même les incubateurs, comme j'aime le dire, ce sont des humains qui nous accompagnent. Donc, ces humains qui nous accompagnent également ont une perception de notre produit qui peut être différente, bien sûr, de la perception, bien sûr, de nous-mêmes, notre conception de la chose. Au-delà de ça, il y a même l'environnement dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, si quoi, moi, je suis par exemple un Burkinabé, que je viens par exemple à Dakar et que j'intègre par exemple un incubateur, mais je vais par exemple mettre le projet par exemple au Burkina Faso. Donc, vous voyez un peu qu'il y a la différence, bien évidemment, euh, de, par rapport bien sûr au marché. Ça, c'est un. Mais même si, bien sûr, on essaie d'impacter le marché burkinabé, mais il y a la conception également de la chose. Il y a l'environnement. Est-ce que un Sénégalais, je prends un exemple, qui veut m'accompagner, est-ce qu'il a la même conception d'un Burkinabé, par exemple, qui va acheter le même produit? Est-ce qu'il y a autant de questions? Donc, il faudrait non seulement qu'on puisse savoir où est-ce qu'on veut aller, si on est une startup avec le produit ou avec le service. Et au-delà de ça, maintenant, qu'est-ce qu'on recherche, bien sûr, en termes d'accompagnement? Sinon, au-delà, bien sûr, si on ne sait pas ce qu'on recherche, en fin de compte, on perd du temps et bien évidemment, on se décourage et on abandonne. Ça, c'est pour le cas des startups. Mhm. Effectivement. Ouais, ouais. Je pense que voilà. Donc, comme vous l'avez souligné par rapport voilà, aux différents types d'erreurs, et aussi par rapport aux choix stratégiques, là aussi, c'est important de bien définir voilà, le choix que tu vas faire. Donc, et là, je voulais rebondir avec Maïb. Donc, par rapport aux fondeuses, par exemple, sur votre première phase d'amorçage, par exemple, quelles sont les erreurs stratégiques que vous avez eu à noter? Parce que, par exemple, vous avez passé CHK, voilà, vous avez accompagné des entrepreneurs qui sont en phase d'amorçage ou autre. Donc, comment, par exemple, les erreurs que vous avez eu à relever donc, durant ce parcours aussi? Il nous a abandonné. Oui, oui. Alors, Maïb, Maïb, c'est bon? Vous nous entendez? Allô? Allô, Maïb? Ok, je pense en attendant que Maïb règle un peu son problème technique, voilà, je pense que je peux continuer avec Fabienne par rapport à ces erreurs stratégiques, par exemple, que les fondeurs peuvent faire durant leur phase d'amorçage, voilà, et par rapport aussi voilà, à l'évolution. Quelles sont les erreurs stratégiques que vous avez à noter aussi en accompagnant aussi des entrepreneurs? De mon point de vue et avec ce que j'ai déjà vu en termes d'accompagnement, je pense que très souvent l'erreur principale qu'on fait, hein, c'est-à-dire nous jeunes, c'est parce qu'on est un peu trop pressé en fait vis-à-vis bien sûr de notre projet. Quand on a un projet donné, la première des choses, si on peut le dire ainsi, c'est de chercher de l'argent et puis essayer bien sûr de tester le projet. C'est bien, mais avant même de le faire, il faudrait qu'on puisse savoir réellement où est-ce qu'on va. Quel est le type de projet, à qui est-ce que ce projet, bien sûr, touche, etc. Et où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se voit, par exemple, dans 5 10 comment est-ce on se voit, bien sûr, quand ce marché-là sera saturé. C'est autant de questions, en fait, qu'on devrait, bien sûr, se poser avant, bien sûr, même de commencer à se lancer. Donc, je peux dire ici, l'erreur, bien sûr, la première erreur que nous, pratiquement, je pèse peut-être mes mots, on fait, c'est déjà la précipitation. Donc, au-delà de ça, il y a tout ce qui est acquisition de fonds. D'accord? On se presse, on part, on cherche des fonds, on prend des prêts, on prend des crédits, on prend de l'argent. Et après, on est bloqué parce que on réalise quelque chose, bien sûr, qui ne répond pas au marché ou qui n'est pas réellement en adéquation, bien sûr, avec le marché. Donc, en ce moment, on peut plus faire marche arrière parce que on a déjà pris de l'argent, On a déjà appris. Ouais. on est déjà engagé par rapport à certains engagements. Et en ce moment, en fait, Mhm. on est bloqué. Et on peut plus Ouais. aussi changer parce qu'on a déjà laissé une image ou une trace, en fait, vis-à-vis, bien sûr, de ce premier projet. Et très souvent, ce qui est Mhm. déplorable, c'est parce que le fait, en fait, les personnes qui nous accompagnent tout autour, la plupart du temps se connaissent, bien sûr, si c'est dans un même environnement. Donc, la plupart des gens se connaissent.
Donc, une fois que, si on peut le dire ici, vous abandonnez un projet, c'est-à-dire vous avez commencé un projet et que vous l'abandonnez en cours de route, bien évidemment, ce projet ou bien sûr cet abandon peut rebondir aussi ternir, si on peut le dire, d'une manière ou d'une autre, votre image. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Donc, si je peux, j'ai un conseil peut-être à donner, c'est la patience. Et bien évidemment, au-delà de la patience, c'est essayer de voir dans quelle mesure du possible tester le produit avec nos propres capacités, avec nos propres fonds, avec nos propres capacités, notre propre investissement, etc., etc. Et non commencer à chercher, par exemple, à louer par exemple des bâtiments, etc., prendre des bureaux, etc., qui va nous coûter bien plus cher. Et Bien bien sûr. évidemment, on sera confronté à des difficultés peut-être à 6, 7, 10 mois ou une année après. Mhm, mhm. Effectivement, effectivement. Je pense que Maïb est revenu. Maïb, tu nous entends? Allô, Maïb? Je pense qu'il a quelques soucis avec son micro. Je pense que Maïb a quelques soucis avec son micro. Allô? Certainement la connexion, peut-être. Ouais, je pense que ce sont les aléas du live, voilà, mais on va faire avec en attendant que Maïb revienne. Je pense qu'on peut continuer voilà, sur la deuxième question, voilà, par rapport toujours à Fabienne qu'on va continuer. C'est par rapport, par exemple, aux différents types de projets à fort impact, par exemple, dans le domaine de l'infrastructure, que vous avez notamment à intervenir, pour que ce soit dans le domaine de l'énergie ou, par exemple, comment vous assurez à sécuriser les financements, donc les rapports de planification, donc on sait que ce sont des projets assez voilà, qui nécessitent voilà, une sécurisation des fonds. Donc, comment, quand le chef de projet, vous arrivez voilà, à gérer ces fonds durant la phase de planification? Ok, merci pour la question. En fait, pour ces genres de projets, c'est bien plus délicat en fait que de gérer en fait certains fonds, par exemple, de structures d'entreprises privées parce que si on peut le dire ainsi, c'est tellement bien structuré et comme on le dit, c'est tellement bien les unes des autres que on est obligé bien sûr de suivre la cadence. En ce sens où quand nous avons un gros projet d'infrastructure prenantes en fait qui rentrent en ligne de compte, toutes ces parties prenantes bien sûr doivent avoir leur mot à dire dans ce projet. En ce sens que l'organisation de ce projet doit être très rigoureuse. Bien évidemment, vous devez avoir un planning et au-delà de ça, bien évidemment aussi, vous devez avoir les parties prenantes qui interviennent avec leur planning également. Donc, rien ne se fait au hasard, si on peut le dire ainsi, rien ne se perd également parce que tout est retracé. Tout ce que vous faites comme action, tout ce que vous faites comme mouvement, si on peut le dire, que ce soit pour les hommes, pour les fonds, pour les financements, etc., pour les entrées, les décaissements, etc. Tout est retracé, du premier jour du projet jusqu'au dernier jour, bien sûr, du projet. Et même très souvent, même après même la remise, bien sûr, du projet au client, la remise définitive, bien sûr, du projet au client. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour ces genres de projets, il faut réellement une organisation très rigoureuse. Au-delà de ça, bien sûr, il faut arriver à monter une méthodologie, d'accord, et avoir en fait des indicateurs clés de performance parce que très souvent, ce sont des bailleurs de fonds et ces bailleurs de fonds-là, ce qu'ils regardent, bien sûr, ce sont des indicateurs de performance. Donc, des indicateurs de performance par rapport à quoi? Par rapport à l'évolution du projet, par rapport à l'impact que le projet, bien sûr, a non seulement sur le volet social, sur le volet même, je vais dire quoi, humain, si on peut le dire ainsi. Donc, par rapport également aux objectifs ils ont fixés dès le début du projet. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure, bien évidemment aussi, ils évaluent ces indicateurs. Et lorsqu'ils voient que ces indicateurs ne répondent pas à leurs objectifs, bien évidemment, ils peuvent vous recadrer. Et lorsque, bien sûr, ces indicateurs ne répondent complètement pas à leurs objectifs, ils peuvent bien sûr résilier également le projet et bien évidemment vous dédommager, si on peut le dire ainsi aussi, s'il y a lieu. Et au-delà, comme je l'ai dit, il faut inclure l'ensemble des acteurs parce que
comme je l'ai dit, la plupart de ces bailleurs de fonds également sont très rigoureux, que ce soit l'aspect environnemental, que ce soit l'aspect social, que ce soit l'aspect financier, etc. D'accord? Ils sont très rigoureux et ils suivent à la lettre, en fait, des procédures qu'ils ont déjà élaborées, qui ont déjà marché. Donc, vous ne pouvez que suivre leurs procédures, vous ne pouvez que suivre leur canevas pour pouvoir bien évidemment atteindre bien sûr leurs objectifs. Donc, c'est un peu ce que j'avais à ajouter par rapport à cette question. Je pense que voilà, ça a bien été dit tantôt par rapport par exemple, des projets qui interviennent dans le domaine de l'infrastructure, voilà, routière, que ce soit dans le domaine de l'énergie. Donc, ça demande voilà, une bonne planification par rapport voilà, aux sous que vous allez utiliser, une bonne planification vu que ça soit dans la durée. Donc, là aussi, c'est important de gérer cet aspect gestion, plan, voilà, donc dans le domaine. Donc, très rapidement, je ne sais pas si Maïb nous entend actuellement. Allô, Maïb? Allô, Maïb, tu nous entends? Je pense que Maïb, ils arrivent à nous entendre, mais nous, on ne l'entend pas. Je ne sais pas, c'est un problème technique. Donc, ça arrive dans tout ce qui est live, mais non seulement on va essayer de continuer. Donc, si vous avez aussi des questions par rapport à nos deux intervenants aussi, voilà, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Donc, et après aussi, nous allons essayer de partager ça pour qu'ils puissent répondre. Donc, c'est une discussion ouverte. Donc, voilà, toute personne peut intervenir donc, très rapidement. Donc, nous sommes sur LinkedIn et aussi sur Twitter, donc, qui est actuellement X. Donc, si vous avez des questions par rapport à notre thème, donc s'il y a aussi des entrepreneurs qui veulent plus savoir par rapport à ces discussions qui parlent de financement, donc c'est un levier aussi très important par rapport à l'évolution d'une start-up ou d'une entreprise, que ce soit une petite ou moyenne entreprise. Donc là aussi, voilà, c'est très important d'avoir des fonds parce que voilà, ça va te permettre d'évoluer, ça va te permettre aussi de faire des investissements donc à long terme. Et là aussi, nous avons deux intervenants qui sont là. Donc, que je rappelle aussi Fabienne, qui est ingénieur donc, et aussi gestionnaire de projet dans tout ce qui est énergie et infrastructure. Donc, à côté aussi, nous avons Maïb, qui est Ventures Architect, voilà, et il accompagne aussi des entrepreneurs, donc from scratch. Donc, voilà, donc on va essayer de continuer avec Maïb. Alors, Maïb, c'est bon? Vous m'entendez pas? Non, c'est pas bon, hein? Non, non. Il faut m'autoriser. C'est pas bon. C'est bon, on t'entend? C'est bon? Ah, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend, oui. Ok, d'accord, c'est bon alors. Ok, donc je pense qu'on peut Désolé, revenir avec toi. c'est des problèmes techniques, quoi. Oui, c'est des problèmes techniques, donc ça arrive. Hein. Désolé. Pas de souci. Donc, par rapport au point qu'on parlait, je pense qu'on peut attaquer la deuxième partie. Donc, par rapport aux stratégies et préparations de levée de fonds, je pense que là aussi, c'est un moment important pour l'évolution d'une boîte. Donc là, et je voulais poser la question, à quel moment, par exemple, vous voyez qu'un projet est finançable? Allô? Oh, ça, c'est une question très, très complexe, très technique. Ouais. À quel moment on sait que. Ah non, oui. Ouais, je pense que tu as pu rencontrer beaucoup de projets. Hein, donc, ça, c'est une question très technique, quoi. Ouais. non, en fait, la question, ce n'est pas à quel moment on sait qu'un projet est finançable, parce que ça dépend de l'investisseur, ça dépend de sa thèse d'investissement, ça dépend de la stade de maturation de l'entreprise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, à chaque stade de l'évolution de la start-up, il y a des financeurs qui sont présents, qui sont là, qui sont spécialisés à investir
quand l'entreprise arrive à cette maturité. Donc, tout à l'heure, on parlait de phase de démarrage, quand l'entreprise est en phase d'idéation, de prototypage, on va aller sur le terrain, on va aller avoir des informations, essayer d'avoir de la traction. L'entreprise ou l'entrepreneur est dans une phase de débrouillardise. Ok, il y a des investisseurs qui sont présents pour mettre des sous, mais c'est pas de gros tickets. Souvent, c'est vraiment juste pour donner un coup de pouce à l'entrepreneur, mais souvent c'est pas de gros tickets. Ce qui se passe dans cette phase-là, c'est du bootstrapping. Ce qu'on appelle le bootstrapping, c'est l'entrepreneur qui va se débrouiller, qui va aller demander de l'aide à sa famille, à ses amis, à ses connaissances, pour essayer, lui en tout cas, d'itérer rapidement, d'aller sur le terrain, avoir de la traction, essayer de vendre un produit, revenir, modifier, avoir des feedbacks, etc. Donc dans cette phase-là, il y a des financeurs qui sont présents, mais il n'y en a pas des masses. Donc l'objectif pour le start-upper, c'est de se mettre ou de se dire dans sa tête, ok, sur cette phase, je dois me débrouiller, je dois justifier le pourquoi une personne devrait mettre son argent dans mon entreprise et je dois avoir des chiffres réels qui vont le pousser à m'aider. Et c'est dans cette phase-là que beaucoup d'entrepreneurs aussi, je dirais un élément très quand on va chercher de l'argent, c'est la taille de marché. Nos entrepreneurs ont l'habitude, quand on calcule la taille de marché, d'aller sur le net, de faire quelques recherches dans le secteur, d'avoir des données colmatées et ensuite dire sur le marché dans lequel j'interviens, je peux gagner quoi? 100 milliards de dollars. Ça se passe pas comme ça dans les faits parce que les investisseurs, ils regardent ça. Ils savent quand quelqu'un maîtrise son secteur, son marché, et quand quelqu'un juste utilise des chiffres pour appâter l'investisseur. Donc tout ça, c'est des critères sur lesquels les investisseurs se basent pour pouvoir dire, OK, je vais investir dans cette entreprise ou pas. Et donc, on était dans cette phase de démarrage, j'expliquais un peu. Donc le bootstrapping, il y a les prêts d'honneur, il y a les fonds d'amorçage qui mettent de l'argent. Et il faut savoir que dans cette phase-là, l'investisseur, il investit sur l'entrepreneur, pas sur le projet. Parce qu'il ne sait pas si le projet va marcher ou pas. Donc, tout va dépendre de la capacité qu'a l'entrepreneur à présenter son projet et à bien mener son projet à terme. Donc ça, c'est très important. L'investisseur, il ne va pas investir sur le projet, mais il investit sur la personne. Donc, à travers des interactions, il saura est-ce que c'est la bonne personne pour mener à bien ce projet ou pas du tout. Donc, c'est une question de sensibilité et de feeling. En phase d'amorçage, il y a les avances remboursables, il y a les subventions que tu peux aller gratter, il y a les concours, il y a les incubateurs qui existent. Et eux, leur objectif, c'est d'aider, c'est d'avoir de l'impact. Ils cherchent d'abord à te pousser à traverser cette phase un peu difficile où là, tu vas faire beaucoup de va-et-vient dans le marché parce que tu sais pas encore est-ce que ça va marcher ou pas. Et eux, ils investissent pour que quand ça marche, ils puissent faire un fois 10 ou un fois 15 sur leur mise de départ parce qu'ils prennent beaucoup de risques. Et tu vois que sur ces deux phases, que ce soit la phase de démarrage comme la phase d'amorçage, il n'y a pas de banque qui interviennent. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que les banques, ils managent du risque. Une banque, dans sa tête, quand il finance, que ce soit une banque ou une microfinance, quand il finance une entreprise, ils se disent, si je dois financer 20 entreprises, il faut que ces 20 puissent me rembourser. Ou au moins, les 18 ou les 19 me remboursent. Parce que eux, ils sont dans une logique de se dire, on ne prend pas de risque. Donc, nous, nos entrepreneurs, quand ils pensent financement, de facto, on se dit, on va monter un dossier, on va aller dans les banques, on va essayer de voir est-ce qu'on peut avoir un prêt, etc. Non, les banques ne vont pas te financer parce que ton projet est à risque.
Et eux, ils gèrent du risque, ils managent du risque. Par contre, il y a les sociétés de capital risque qui interviennent dans la phase d'amorçage, par exemple, et dans la phase de développement, les business angels, hein, le capital de développement. Donc, tous ces structures-là, eux, ils peuvent prendre ce risque parce que eux, ils managent un portefeuille. Ils peuvent se dire sur 20 entreprises sur lesquelles on va investir, les 19 vont échouer ou les 18. Mais par contre, si une entreprise réussit, il va combler tous les pertes qu'on a enregistrées sur les 18 ou les 19. Donc, il y a une logique qui est différente. Et en tant qu'entrepreneur, il faut que tu saches cela et que tu puisses te concentrer sur les structures qui peuvent prendre le risque de t'accompagner, toi, dans ton évolution. Donc, pour répondre à ta question, dans chaque phase, il y a des structures qui sont prêtes à investir. Maintenant, comment savoir si c'est le bon moment d'investir? Ça, c'est du feeling. Et le fait que l'entreprise soit en concordance avec la thèse d'investissement de la structure, il faut des actions. Chaque entreprise, en capitaliste, je veux dire, structure à risque a des éléments sur lesquels il se base. J'ai parlé tout à l'heure de taille de marché. Ça, c'est quand même assez général. Tous les structures qui investissent, la taille de marché, ils le regardent. Ça, tu peux pas faire abstraction de ça. Si tu le bats, ils vont rien te dire. Ils vont sourire, mais ils vont pas mettre de l'argent là-dessus. L'argent, effectivement. Et Maï, pour continuer dans cette logique, je pense que nous avons beaucoup de questions, mais je vais prendre une question qui est en phase avec ce que tu disais. C'est par exemple, il y a une personne qui demande, Rokhaya, quels sont les critères pour financer une start-up qui est en early stage ou en phase de croissance. Donc, est-ce que tu pourrais apporter des réponses par rapport à cette question? Oui, quels sont les startups early stage ou en croissance. L'entreprise est en croissance. Seulement une développement pur. Elle vient de démarrer, elle ne démarre pas. En critère, comme je viens de dire, il y a des éléments sur lesquels il faut se créer quand on est en early stage. Quand on est en early stage, il y a l'attraction. L'attraction, c'est est-ce que tu es parvenu à vendre? Combien? Comment tu as procédé pour vendre? Quelle est ta proposition de valeur? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apportes de plus que ce qui existe dans le marché? Et la taille de marché. La taille de marché est très, très, très important pour un investisseur de capital risque. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va lui permettre, lui, de pouvoir se projeter avec ton business. De se dire, OK, si on parvient à survivre pendant 2-3 ans et qu'on a un IP qui tient la rentabilité, c'est dans une certaine mesure. Une start-up peut enregistrer des pertes pendant plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une valorisation qui va permettre aux investisseurs de mettre des sous dedans. Non, ça n'a rien à voir. Parce que même les grandes start-up, souvent, ils enregistrent des pertes. Je ne vais pas faire de publicité en parlant de Wave, mais Wave, c'est une boîte qui a perdu de l'argent pendant plusieurs années. Et c'est normal. Donc, la taille de marché est très importante. La traction aussi, elle est très importante. Et la proposition de valeur. Donc, ça, c'est des critères que les financiers regardent ou les financiers qui interviennent dans le capital risque. Ok. Je pense qu'effectivement, que la réponse est claire. Donc, pour un résumé, il y a l'attraction qui est très importante, que Maï a soulevé. Donc, là aussi,
c'est vraiment important pour une entreprise voilà, ou une start-up donc, en early stage. Et les autres, voilà, je pense que les autres points et critères aussi sont assez clairs. Donc, je pense que je peux répondre avec Fabienne, voilà, pour un peu lui donner aussi une autre question que j'ai vue aussi dans les commentaires. Donc, il y a une personne qui pose une question par rapport au papier. Donc, les entrepreneurs. Allô, c'est bon? Vous m'entendez? Fabienne, on ne t'entend pas. Maïb, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je pense que c'est Fabienne. Fabienne, on ne t'entend pas. Fabien, on t'entend pas. Ouais. On t'entend pas. Fabienne, on ne t'entend pas. Je pense que c'est avec le son. Voilà, je pense qu'on peut continuer avec Maïb. Maïb, est-ce que tu peux répondre sur cette question par rapport au papier, donc des entrepreneurs, des entreprises qui n'ont pas de papier, voilà, quels sont comment avoir des papiers, voilà, pour une entreprise? Ah, ok. Quel type de papier, hein? C'est important de Oui, savoir quel type de papier, oui, c'est quel ça. type de papier dont on parle. En Oui. tout cas, pour pouvoir interagir avec les investisseurs, donc pour rester dans le thème, il faut un pitch deck d'abord parce que ça, c'est ça qui permet, c'est le point d'entrée déjà pour pouvoir Donc, parler il faut un pitch deck d'abord. et interagir avec les. Il faut un pitch deck. Pourquoi un pitch deck? Ok. Parce que ça permet à l'investisseur de voir rapidement qu'est-ce que tu es en train de faire sans perdre trop de temps. Tu vois? Parce que c'est des entités qui gèrent du temps. Donc, il y a le pitch deck. Il y a d'une certaine mesure le business plan. Bon, moi, j'aime pas trop parler de business plan parce que on peut jamais prédire l'avenir. Donc, moi, Ouais. moi, je suis pas adepte du business plan, mais il faut quand même montrer l'aspect financier, des projections financières sur l'entreprise également. Bon, il faut créer l'entreprise aussi. Hein. Ouais. Il faut que ça soit, on puisse l'identifier. Hein. Maintenant, si c'est en Il y a- phase de démarrage, en phase d'idéation, on peut comprendre que c'est en gestation. Pour le moment, c'est pas une puis. Mais en tout cas, pour pouvoir interagir avec les investisseurs, il y a ces deux documents-là qui sont importants. Et après, au fur et à mesure des discussions aussi, d'autres éléments, documents vont être demandés. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas juste t'ajuster par rapport à ce qui t'est demandé. Quoi. Mais le plus important, c'est le pitch deck d'abord et les projections financières. Super. Je pense que c'est très clair pour Aliou. Je pense qu'on peut donner aussi une autre question à Fabienne. Fabienne, c'est bon? Tu nous entends? Ah oui, je vous entends. Voilà, c'est bon. Donc, Fabienne, il y a une question de Salou qui demande, une fois que le premier financement obtenu, quel conseil voilà, vous pouvez donner pour une prochaine levée? Donc, sur quoi investir et aussi quels sont les KPI aussi à suivre? Je ne sais pas si vous voyez la question. Oui, alors je dis que lorsqu'on a déjà un premier financement, c'est de pouvoir faire ses preuves. Parce que quand on vous donne de l'argent, non seulement si ce financement c'est un prêt ou un truc du genre, il faut déjà que vous puissiez faire vos preuves. C'est-à-dire il faut que vous puissiez développer le produit pour lequel vous avez pris ce prêt. Il faut que vous puissiez également, si on peut le dire ainsi, vendre en fait ce produit et avoir des preuves en fait de ces ventes-là pour pouvoir dire à celui qui vous a donné de l'argent, voilà, vous m'avez donné de l'argent, voilà ce que j'ai pu réaliser avec cet argent et voilà ce qui me reste ou voilà ce dont j'ai besoin peut-être pour continuer. Quand vous amenez ces preuves, même si cette personne n'est plus dans la capacité, bien sûr, de vous donner encore de l'argent, elle peut vous recommander, bien sûr, à d'autres institutions. D'accord? Mais quand on vous donne déjà de l'argent, c'est de pouvoir mettre en valeur cet argent en question. D'accord? Pour que tout investisseur qui vienne, que ce soit cette même personne ou d'autres investisseurs, puisse voir réellement où, bien sûr, vous avez pu faire entrer vos fonds, où est-ce que vous êtes en train d'aller, et bien évidemment avec des indicateurs clés en fait de performance qui vous
qui montre en fait la croissance, si on peut le dire ainsi, de l'entreprise ou de la startup. Et pour peut-être rebondir en termes bien sûr d'indicateurs clés bien sûr de performance, très souvent pour les startups, bien sûr comme je dis, les startups c'est très souvent des biens ou des services. Donc si c'est un bien par exemple que vous offrez, d'accord, donc vous développez un nouveau produit, vous développez quelque chose peut-être, moi j'aime le dire, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine en fait déjà existe quelque part dans le monde. On prend juste une chose, on essaie de l'améliorer ou de l'adapter bien sûr en fonction de notre environnement. Et bien sûr, ça devient une nouvelle chose pour les personnes qui sont dans cet environnement et on arrive bien sûr à vendre. Donc, une fois que vous avez ce produit, ce service, les indicateurs, bien évidemment, c'est à combien, par exemple, de personnes vous avez pu vendre à un intervalle de temps donné. D'accord? Votre, un peu, si on peut le dire ici, le taux que vous essayez d'évaluer, bien sûr, le taux de croissance, bien sûr, par rapport à ce bien, à ce service, à votre structure. D'accord? Et bien évidemment, d'autres indicateurs, votre chiffre d'affaires annuel, mensuel, etc., etc. Et une fois que vous arrivez à faire ça, que vous arrivez à faire un rapport, bien sûr, de qualité, d'accord? Tout ceci, bien sûr, peut vous permettre d'avoir d'autres financements auprès d'autres acteurs. Je pense que c'est clair par rapport juste au KPI, par rapport aussi voilà, aux stratégies qu'on peut faire. Donc, je pense qu'on peut prendre une dernière question pour Maïb. Parce que voilà, moi, j'aime toujours prendre des questions et donner directement aux intervenants pour qu'ils puissent voilà, se sentir. Voilà. Donc, il y a une question sur la difficulté des marchés africains. Donc, c'est l'information et les data. Donc, comment faire, par exemple, dans un cadre de financement, par exemple, tout ce qui est information, par exemple, des fois, ils n'ont pas cette information par rapport au. Je t'entends mal, hein, Bamba. Je pense qu'il y a quelques instants. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Donc, il y a une question qui demande par rapport aux informations et aussi au manque de données. Par exemple, comment pallier voilà, à ce genre de trucs par rapport aux informations que les entrepreneurs n'ont pas et aussi par rapport aux données qu'ils peuvent recueillir, donc que ce soit dans les investisseurs, dans les incubateurs. Voilà, donc c'était ça la question. Ok, bon, je vais essayer de voir est-ce que j'ai bien compris la question. La question c'est comment faire pour avoir des informations en termes de données. Des données par rapport à quoi? Par rapport à je pense que c'est lié à la taille de marché. La difficulté des marchés africains, Oui, c'est oui. le manque d'informations. J'ai pigné la question en bas. J'ai pigné la question. D'accord. La difficulté des marchés africains, c'est le manque d'informations, de données, oui. Comment pallier à cela dans le cadre d'une recherche de financement? Ok, je comprends la question. Il y a une problématique de données en Afrique, mais quand même, ça commence à évoluer beaucoup plus. Parce que tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, on commence beaucoup plus à investir dessus. Parce que, en tant qu'entrepreneur, en tant que startup, tu n'as pas besoin de toutes les informations, tu as besoin des informations qui te concernent. Maintenant, si la question est orientée vers la taille de marché, comment calculer la taille de marché, comment avoir des données fiables pour pouvoir le faire, ça, c'est le terrain. C'est le terrain. Et il y a des méthodologies pour pouvoir le faire, cela. Parce que, en tant qu'entrepreneur, en tant que start-upper, tu dois pas être dans ton salon ou bien dans tes locaux, faire des recherches sur le net et penser que tu auras toutes les informations dont tu as besoin. En fait, ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, c'est pas comme ça. L'information, il faut aller la vérifier, la chercher. Même si tu as des informations à partir de Google, à partir de certains sites, à partir de certaines applications qui sont spécialisées dans cela, il faut que toi, en tant que start-upper, tu puisses vérifier ces informations, est-ce qu'elles sont vraies par rapport à ce que toi tu peux faire ou tu veux faire. Donc, il y a une problématique de l'information sur les marchés africains, c'est vrai, mais ça s'améliore de plus en plus. Peut-être qu'on cherche mal
également. Peut-être que aussi on n'a pas la même la méthodologie pour pouvoir chercher de l'information, parce que aussi c'est de l'expertise, hein, aller chercher de l'information. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, parce qu'il y a des techniques pour le faire. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à cela. Et quand on recherche de l'investissement, comme je dis toujours, il faut toujours rédiger, faire des cases. C'est-à-dire, au Sénégal, par exemple, tu dis en equity et en fonds propres, quelles sont les structures qui financent en equity au Sénégal. Ça, en tant que start-upper, tu dois faire ça. Tu dois être en mesure, en capacité de faire cette recherche exhaustive quand tu es dans une logique de levée de fonds. Et ça, je peux donner quelques exemples. Il y a Week Capital, il y a Partech, il y a Teranga Capital, il y a Orange Ventures. Il y en a plein comme ça. Ça, c'est à toi en tant que start-upper d'aller faire cette segmentation-là profonde au Sénégal, si tu es au Sénégal, au Burkina, si tu es au Burkina, et qu'importe dans quel pays tu es. Sur la dette, quelles sont les structures qui financent en tant que dette au-delà des banques, au-delà des institutions de microfinance. Et comme exemple, on a le fonds 6, on a les banques, OKBank, Orabank, BNDE, on a les microfinances, Cofinan, Pamecas, etc. Et il y en a plein d'autres. Plein d'autres comme ça. Les subventions et les aides publiques aussi. Il y a l'ADER, il y a le PNUD, il y a Mastercard Foundation. Donc, il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui travaillent. Et ce travail, il faut le faire. Il faut savoir où aller chercher des informations et faire une segmentation des différents financeurs, dans quelle case ils sont et comment ils interviennent, quelles sont leurs thèses d'investissement. Et ça, c'est du travail. Hein. C'est pas juste en voulant lever de l'argent qu'on va lever de l'argent. Parce que sur 100 structures avec lesquelles quand tu interagis avec 100 structures, 2 ou 3 vont financer ton projet. Ça ne veut pas dire que les autres ne croient pas en ton projet ou que ton projet est mauvais, mais c'est juste pour te dire que tu vas accuser beaucoup de refus si tu n'as pas la bonne méthodologie. Donc, c'est un peu ça pour résumer, pour répondre à la question qui a été posée. Ouais. Je pense que c'est très clair. Juste, voilà, ce que j'ai plus aimé, c'est par rapport aux exemples concrets, voilà, des institutions, voilà, comme l'ADER, comme vous l'avez tantôt dit, comme le PNUD, voilà. Et il y a beaucoup d'organisations qui financent et la recherche d'information aussi, c'est quelque chose de capital, voilà, pour l'histoire de pouvoir trouver des ressources. Donc, je pense qu'on est à peu près à quelques minutes par rapport à la fin. Donc, voilà, vu les problèmes techniques qu'on a rencontrés. Mais je pense que je vais donner une dernière partie à Fabienne. Donc, lui poser la question par rapport à des actions concrètes. Donc, excusez-moi. Donc, à des actions concrètes. Par exemple, Fabienne, quelle est la première action concrète que vous allez conseiller à un entrepreneur dès demain, donc, pour pouvoir décrocher soit des financements ou trouver aussi des ressources? Allô, Fabienne? Allô? Je pense que on lui... Ok. Fabienne, tu nous entends? Ok, peut-être c'est des difficultés de connexion. Donc, je pense qu'on peut continuer avec Maï. Donc, en attendant voilà, que Fabienne revienne. Donc, mais je pense qu'on va faire notre dernière question, donc, vu avec le temps. Donc, c'est toujours la même question par rapport aux actions concrètes que vous allez conseiller à un entrepreneur, voilà, dès demain, voilà, qu'il puisse retrouver des financements. En termes d'actions concrètes, merci Bamba. Je pense que la première action, c'est de faire cette liste dont je viens de parler. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il faut pas être dans une logique de
dire, bon, il n'y a pas d'information, si, il y a de l'information. Il faut aller chercher cette information. Donc, faire cette liste-là et ensuite faire des recherches assez poussées sur les thèses d'investissement des structures. Chaque structure a une logique qu'elle suit dans son investissement. Et ça, c'est pas de l'information cachée. Ils partagent cela, elles en parlent, pardon, les structures. Donc, il faut d'abord faire ce travail-là et ensuite créer un réseau. On n'a pas trop parlé de ça, mais le réseautage, c'est très important pour effectivement. Pour un start-upper. Il faut créer un réseau. Tu veux pas vouloir lever de l'argent, une personne inconnue prenne son argent, te donne ça, alors que il te connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève. C'est un peu difficile, ça va être difficile pour lui de te faire confiance. Donc, il faut créer un réseau, il faut se faire voir, se faire connaître son projet, parler de son projet. Les experts vont pouvoir t'aider, te guider, t'orienter. Et au fur et à mesure, toi, tu vas avoir une méthodologie claire à suivre. Et comme je dis, il faut se rapprocher des personnes qui ont cette capacité-là de le faire. Au moins, ils peuvent t'aiguillonner, ils peuvent te donner des démarches concrètes sur lesquelles tu peux te poser toi pour pouvoir faire ta levée de fonds de manière beaucoup plus structurée. En tout cas, ça, c'est les conseils que je donnerai à mes compatriotes entrepreneurs ou camarades entrepreneurs. Créer un réseau, faire une liste exhaustive des différents intervenants, structures qui investissent au Sénégal, qu'importe le pays où tu es, et aussi travailler sur la taille de marché, calculer ça de manière très très objective, sans pour autant le faire juste pour booster tes chiffres, quoi. Donc voilà en résumé. Ouais, je pense que c'est de très bons conseils que les entrepreneurs puissent prendre pour aller de l'avant. Et c'est toujours un plaisir aussi d'entendre ces conseils en tant qu'une personne que je connais bien par rapport à cet écosystème. Et là aussi, je pense que c'est très important. Et je pense qu'on peut revenir avec Fabienne. C'est bon, tu nous entends là? Oui, je vous entends. Ouais, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques soucis techniques durant le live, mais ce sont les aléas et on fait avec. Donc, j'avais une question dernièrement avec Maïf qu'on a déjà posée. Je pense que la dernière question que je vais te poser, c'est par rapport à des ressources. Par exemple, quelles sont les ressources que tu peux donner à cette communauté, que ce soit des livres, des podcasts, ou des outils que les entrepreneurs peuvent utiliser. Histoire de pouvoir développer. Je t'entends faire, je t'entends difficilement. Allô? Ça s'entrecoupe. Allô, tu m'entends? Je n'entends pas. Apparemment, ça. Moi, je t'entends. Hein. Oui, mais je n'entends pas. Oui, on n'entend pas Bamba. Hein. Oui. C'est toujours comme ça, la technologie. On n'entend pas. Ça s'entrecoupe. Sans doute la connexion. Allô? Oui. Bon, non, je vous entends pas. Non, pas vraiment. Non. Ça, bon, mais je pense que il demandait les. Peut-être si vous m'entendez. Je pense qu'il me demandait les ressources, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Les ressources. Bon, ce que je vais dire en termes de trucs, c'est que par exemple, si
pour les camarades, bien évidemment, qui veulent se lancer dans le domaine. Ce qu'il faut faire réellement, c'est non seulement, comme on aime le dire, c'est la discipline en toute chose. D'accord? Donc, en toute chose, bien évidemment, il faudrait, si vous voulez vous lancer dans le domaine, il faudrait que vous puissiez être discipliné par rapport à la mise en place de ce projet-là. Et au-delà de ça, il faut vous mettre en tête que personne ne viendra vous aider. Personne ne viendra, bien sûr, vous aider de bon cœur, comme ça. Si quelqu'un vous approche, c'est parce qu'il a besoin également de quelque chose en retour. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un qui s'approche, qui est intéressé par votre projet, sachez bien que derrière, bien sûr, cette envie, bien sûr, de vous aider, bien évidemment, il y a une envie, bien sûr, de retirer une partie de votre projet, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est de faire attention. Et au-delà de ça, c'est de donner son temps, bien sûr, de son argent, le peu qu'on a, bien sûr, en n'oubliant pas de manger, bien sûr, et pour pouvoir réaliser le peu, bien sûr, de ce projet-là. Et comme j'aime le dire, il faudrait commencer déjà avec ce qu'on a. On n'a pas besoin, pour un premier aspect, en fait, aller commencer à prendre des crédits, comme on aime le voir, hein, aller commencer à prendre des crédits ou des prêts, même avec la famille et bien évidemment, d'accord, on est souvent contraint ou souvent dans des difficultés. Donc, c'est de commencer avec le peu qu'on a, commencer à avoir les premiers résultats par rapport à ces premiers investissements, pouvoir recadrer bien sûr ces premières erreurs-là. Et au-delà de ça, bien sûr, on avance. Maintenant, si on est dans des difficultés pour pouvoir avancer parce qu'on manque de ressources, on manque de temps, bien évidemment, on pourra trouver, bien sûr, d'autres mécanismes, bien sûr, pour pouvoir propulser la chose. Mais au début, il faut qu'on se donne, d'accord? Il faut que tout le monde se donne pour son projet. Il faut que, voilà, la personne puisse développer, savoir où elle va, etc., etc. Maintenant, en termes de ressources, c'est pour dire quoi? C'est pour d'essayer, bien sûr, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, c'est d'essayer de faire un briefing de l'ensemble, bien sûr, des acteurs qui peuvent vous accompagner, de l'ensemble de l'écosystème dans lequel, bien sûr, vous évoluez. Je parle ici de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Quelles sont les activités d'entrepreneurs qui sont développées dans votre environnement? Est-ce que vous pouvez participer? Si vous n'avez pas les moyens, comment est-ce que vous pourriez, bien sûr, participer en tant, bien sûr, d'acteur, bien sûr, entrepreneur? Et au-delà de ça, bien évidemment, de savoir, bien sûr, présenter votre projet, envoyer les gens vers vous, essayer de profiter, bien sûr, au maximum de tout ce qui est gratuit, avant, bien sûr, de mettre de l'argent pour tout ce qui est bien. Donc, c'est ce que vraiment j'ai à dire. Maintenant, c'est de participer aux événements, aux concours, aux rencontres, aux meet-ups, etc., etc. Essayer de rencontrer des gens, bien sûr, qui peuvent influer sur notre projet, qui peuvent influer, bien sûr, sur la perception, bien sûr, de voir autrement notre projet. Et bien sûr, c'est dans ce sens que, bien évidemment, on essaie de grandir au fur et à mesure, bien sûr, dans le temps. Donc, c'est ce que j'avais vraiment à dire. Ok, bon, super. Je pense que voilà, c'est de très bons conseils et aussi des ressources à utiliser pour les entrepreneurs qui veulent vraiment trouver des financements. Je pense que ça va leur permettre, voilà, de se ressourcer et d'avoir aussi beaucoup d'outils. Je pense que voilà, qu'on a fait un peu le tour, même s'il y a des questions qu'on n'a pas pu poser. Voilà, je pense que c'est un défaut de temps et un défaut technique. Mais voilà, ce sont les aléas. Enfin, donc, si on a aussi d'autres questions, on pourra donner ça à nos intervenants. Donc, ils peuvent nous donner des réponses. Donc, après, on va essayer de partager ça. Donc, Maïb, quel est ton dernier mot? Et par exemple, les gens qui veulent te retrouver aussi dans les réseaux, comment aussi ils peuvent faire, voilà, pour entrer en contact avec toi aussi. Merci Bomba déjà pour l'invitation, pour cette opportunité d'échanger sur, je pense, un thème qui est assez important pour l'écosystème, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre en tant qu'entrepreneur. Et c'est normal, hein, il faut en parler. Comme tu l'as dit en introduction, en Afrique, on n'aime pas trop parler d'argent, mais il faut en parler, il faut aller le chercher, il faut faire des efforts pour ça. Et je pense que aussi il y a des experts, il y a des gens qui peuvent aiguillonner les start-upers, ceux qui viennent de débuter. Il faut pas hésiter à aller se rapprocher de ces gens-là, de ces genres de personnes qui peuvent t'aider, te permettre d'avoir une méthodologie assez structurée également. Et je pense que ce que fait Tech Afrique, déjà, c'est quelque chose de très bien, parce que ça permet aux nouveaux start-upers
d'avoir des éléments sur lesquels s'appuyer pour pouvoir avancer et développer leur entreprise de la meilleure des manières. En tout cas, moi, je te remercie. Je remercie toute l'équipe. Déjà, chez Maïbda sur LinkedIn, vous allez le trouver. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. On discute, on échange. Moi, je suis plus dans le partage qu'autre chose. Donc, voilà ce que je peux dire comme dernier mot. Et merci encore à toutes ces personnes qui étaient présentes. Merci vraiment à Maï, voilà. Donc c'est toujours un plaisir de t'entendre, voilà, et d'avoir tes conseils par rapport à ce domaine que je connais bien, que tu maîtrises. Et là aussi, l'effort que vous faites aussi dans vos différentes boîtes. Donc là aussi, c'est toujours un plaisir de vous avoir, d'avoir vos feedbacks par rapport à ça. Et je donne aussi la parole à Fabienne, donc voilà, pour un peu dire son dernier mot aussi. Alors, c'est également pour vous remercier bien sûr pour cette initiative, bien sûr, qui est une initiative à saluer. Bien évidemment, il faudrait souvent des cadres d'échange comme ça, bien évidemment, pour qu'on puisse se comprendre, essayer de discuter sur certains problèmes entre jeunes, essayer bien sûr de trouver des solutions, bien sûr que certains ont déjà trouvé, pour que, bien sûr, les autres également ne fassent pas les mêmes erreurs. Donc, c'est vous remercier pour cette initiative. Vous remercier également de m'avoir invité, bien évidemment, sur cette plateforme et qu'on puisse échanger ensemble. Donc, je reste ouvert, comme vous l'avez dit, sans souci. Bien évidemment, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, si vous tapez simplement Fabien Nongnogo, vous pouvez évidemment m'envoyer une invitation et on pourrait échanger sans souci. Vous pourrez aussi voir également les organisateurs pour, bien évidemment, avoir nos différents contacts pour pouvoir échanger. Donc, c'est vraiment merci et encore merci. Et merci aussi à Tao, bien sûr, pour cette initiative également et de m'avoir accompagné aussi sur cette plateforme également pour pouvoir répondre à certaines questions. Merci encore. Merci vraiment Fabienne. Merci aussi à Maïb et aussi à toute la communauté qui suivent le live. Donc, je vois Salih, Nabil, Elage, voilà. Donc, à toutes les personnes, voilà, qui ont posé des questions et qu'on n'a même pas posé. Je pense que voilà, ça ne sera pas notre dernier webinaire. Donc, chaque mois, comme on le fait l'habitude, donc chaque mois, on fait un webinaire sur un thème bien spécifique. Et voilà, on va en discuter aussi avec d'autres thèmes et aussi avec d'autres intervenants. Donc, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de Tech Afrique. Donc, voilà, pour cette organisation de ce webinaire. Donc, ça c'est un plaisir d'animer ou de modérer, même si la personne qui devrait modérer, voilà, a un peu pris la fuite, voilà, pour un peu plaisanter avec Salih, le CEO, donc qui devait modérer, mais il a quelques soucis techniques, voilà, c'est pourquoi j'ai essayé, voilà, de modérer ce panel. Donc, c'est toujours un plaisir de vous faire ça. Donc, merci à Fabienne et aussi à toute la population burkinabèse et aussi à Maïb, qui est aussi au Bénin, voilà, et toute la population béninoise. Donc, merci à tous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.